L'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Alexandre III, dont le règne n'a pas été meilleur pour les Juifs que celui de son grand-père Nicolas Ier, meurt en 1894. La situation ne va pas s'améliorer pour les Juifs, car celui qui monte sur le trône, le fils d'Alexandre, Nicolas II, est un personnage falot, indécis, incapable de comprendre tout ce qui se passe dans son empire, qu'il s'agisse de la montée des nationalismes polonais, finnois ou d'Asie centrale, incapable de comprendre le monde moderne dans lequel il vit, ce qui lui vaudra en 1904-1905 une cuisante défaite contre les Japonais en Extrême-Orient. Ce tsar de peu d'envergure sera aussi antisémite que son père. Il maintiendra le numerus clausus dans les universités et il laissera faire les pogroms. Il diffusera le texte créé par la police tsariste, le protocole des sages de Sion. Il le laissera diffuser largement. Il avait été créé sous le règne de son père. Et il laisse faire, comme je l'ai dit, les pogroms, notamment en 1903, celui de Kishinev, qui sera un pogrom épouvantable qui verra la mort de près d'une centaine de Juifs. Pogrom qui fera des émules dans toute la Bessarabie, dont Kishinev est la capitale, mais également en Ukraine, et qui va là aussi déclencher une vague d'immigration chez les Juifs, qui va entraîner le départ de certains de ces Juifs, pour beaucoup vers les États-Unis, on l'a dit, un peu vers la Palestine. Un jeune Juif comme Ben Yehuda va quitter la Russie pour la Palestine, où il va permettre de créer les fondements, où il va créer les fondements de l'hébreu moderne. Nicolas II va laisser se développer, à la fin de la période vers 1911, un procès pour meurtre rituel envers un Juif ukrainien appelé Beilis. Il faudra 2 ans avant que, naturellement, il soit acquitté, puisque les meurtres rituels n'existent pas. Et la situation des Juifs de Russie et de Pologne ne s'améliore guère en cette période, dans la mesure où le service militaire est toujours de 25 ans, seuls les Juifs riches peuvent vivre en dehors de la zone de résidence, et eux développent leurs affaires d'une manière très prospère. L'industrie textile se développe à Łódź, à Lodz, comme on dit en français, en Pologne. L'industrie métallurgique est souvent contrôlée par les Juifs, la finance aussi. Ça n'empêche pas que les Juifs n'ont pas de rôle politique important, puisque si, après la défaite de 1905, le tsar est obligé de créer une Douma, une assemblée élue, qui doit se comporter comme un parlement un peu à l'occidental, mais le pouvoir autocratique du tsar est maintenu. Le nombre de députés juifs passe d'une 15aine à 2 dans la 3e Douma, parce que le tsar a dissout toutes les doumas qui avaient des revendications et en profite pour que les députés juifs soient réduits en nombre. Faut pas s'étonner dans ces conditions que les Juifs deviennent hostiles au régime tsariste. Beaucoup rejoignent les rangs socialistes,
marxiste, mais pas seulement. En 1898, au sein du Parti social-démocrate russe, se crée le Bund, qui est un mouvement de travailleurs juifs. Il se crée en 1898 et ce mouvement des travailleurs juifs va avoir sa spécificité au sein du Parti social-démocrate, puisque la langue qui va y être parlée sera le yiddish, et que le Bund va réclamer pour les juifs une autonomie culturelle qui leur permette de s'épanouir dans leur langue, le yiddish, tout en étant sur la même ligne que le Parti social-démocrate. Alors, ce Parti social-démocrate va connaître des scissions, d'ailleurs comme souvent en Europe, avec un parti dit bolchevique, parce qu'il sera à un moment majoritaire en 1905, avant de redevenir minoritaire, et un parti menchevique, qui lui sera minoritaire en 1905, mais en fait sera la principale tendance du Parti social-démocrate, et le Bund va être un des éléments moteurs, aussi bien en Pologne qu'en Russie, de cette tendance menchevique au sein du Parti social-démocrate russe. On trouve également des juifs dans d'autres mouvements libéraux, voire dans certains cas conservateurs. Certains juifs, comme je l'ai dit, réussissent à s'enrichir, à partir vers les villes, mais ça ne concerne au maximum que 10% de la population juive qui s'embourgeoise, se russifie ou se polonise en Pologne, parce que là aussi, il y a un mouvement du même ordre qui fait que les juifs vont dans les villes, acquièrent une culture profane et se mettent au polonais, ce qui ne diminue en rien l'antisémitisme polonais qui reste farouche, plus peut-être dans les campagnes que dans les villes, mais qui reste malgré tout quasi omniprésent partout. Donc, une vie juive active, politiquement active, mais contre le régime tsariste pour l'essentiel, et les juifs vont participer fortement à la suite des événements. 1914, c'est la guerre, la Russie est l'allié de la France et de l'Angleterre, et on va voir qu'à partir de 1917, la situation va changer considérablement. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.